la fronde. Au départ, la fronde, c'est une arme, une espèce de lance-pierre utilisée au Moyen-Âge. Mais là, nous allons parler de la fronde au sens historique du terme. La fronde, c'est une petite révolte qui a duré 4 ans, sous la période que l'on appelle la Régence, avant le règne de Louis XIV. Elle a la particularité d'être menée par une partie de la noblesse. Elle a duré environ de 1648 à 1652. Donc au niveau royal, Louis XIII et Anne d'Autriche ont eu un fils, le futur Louis XIV, qui est encore mineur. Louis XIII est mort, et Anne d'Autriche a auprès d'elle pour gouverner une sorte de premier ministre, le cardinal Mazarin. Louis XIV est donc trop jeune pour régner, c'est donc sa mère, accompagnée du cardinal, qui va régner à sa place, c'est ce que l'on appelle la régence. Nous avons aussi quelques personnages qui vont entrer en scène au fur et à mesure. Tout d'abord, les princes, c'est-à-dire des cousins du roi, donc de sang royal. Le prince de Condé, qui est un général d'armée, et ses deux frères, le prince de Conti et le duc de Longueville. Nous avons aussi un homme d'église, un coadjuteur, une sorte d'évêque, Jean-François-Paul de Gondi, qui va aussi apparaître plusieurs fois dans cette histoire. Et nous avons enfin Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, oncle de Louis XIV, connu pour son goût pour les intrigues. Alors là, il va falloir un peu s'accrocher parce que pendant cette période, les différents protagonistes vont passer d'un camp à l'autre au fur et à mesure. C'est pour cela qu'à la fin de chaque partie, entre guillemets, de la révolte, on va faire ensemble un petit constat pour savoir où en sont chacun des personnages. C'est tout d'abord la personnalité du cardinal Mazarin qui va déchaîner les Français. Car le cardinal Mazarin est vu d'abord comme un homme très avare, il est italien, ce qui n'arrange pas les choses, on lui prête des relations amoureuses avec la reine, et surtout et enfin, il a envie de faire lever de nouveaux impôts. Et comme de tout temps, les impôts ne plaisent à personne. Nous avons également la guerre de 30 ans qui oppose la France et d'autres puissances européennes contre l'Espagne et ses alliés. Nous ne sommes pas encore en monarchie absolue qui va venir sous le règne de Louis XIV. Il y a ce que l'on appelle les parlements qui ont un léger contrôle sur la politique du roi. Le premier événement de cette fronde, ce sont les parlements qui vont empêcher la levée d'impôts de Mazarin, qui vont refuser de la voter. Le peuple est derrière les parlements, on commence à grogner contre le cardinal, donc Mazarin n'ose pas passer en force, mais attend le temps de sa vengeance. Et c'est une victoire militaire qui va donner à Mazarin l'occasion de se venger. Car le prince de Condé, commandant des armées, va remporter une grande victoire sur les Espagnols à Lens. Pendant que les Parisiens sont en train de fêter la victoire, Mazarin va essayer de discrètement faire arrêter les 3 principaux parlementaires. Mais auprès des Parisiens, cette arrestation ne passe pas inaperçue. En effet, ils commencent à s'organiser en milice, à poser des barricades et à faire régner la terreur dans la capitale. Mazarin est une nouvelle fois obligé de reculer. Pour se venger des Parisiens, Mazarin décide de faire une grande action d'éclat. De la nuit au 5 au 6 janvier 1649, Mazarin décide de partir avec toute la cour, de quitter Paris, puis de l'assiéger grâce aux troupes du prince de Condé. Le lendemain matin, les Parisiens se réveillent sans roi, sans reine, sans ministre, sans cour, et sont obligés de s'armer s'ils veulent réussir à tenir contre l'armée du roi. Les frondeurs vont s'organiser autour des princes, de Conti, de Longueville, mais également leur cousin de Beaufort qui est sorti de la prison de Vincennes où il avait été emprisonné par Mazarin, mais aussi autour du coadjuteur Jean-François-Paul de Gondi. Derrière une petite anecdote, la duchesse de Longueville va s'installer à l'hôtel de ville et se déclarer reine de Paris. Elle va même jusqu'à accoucher du fils qu'elle a eu avec son amant dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Mais les Parisiens ne sont pas des soldats. Voyant que l'armée royale est beaucoup plus forte que l'armée improvisée de Paris, ils décident très rapidement de négocier avec Mazarin. La paix est signée le 1er avril 1649, le cardinal et la cour rentrent sur Paris, et celui-ci décide de pardonner au prince pour garder un petit peu de popularité auprès de son peuple. On peut dire que c'est la fin de la première partie de la fronde. Faisons un rapide constat des forces. Mazarin est toujours aussi impopulaire dans Paris, et le prince de Condé veut
prendre de plus en plus part à la politique du pays. Voyant l'ambition du prince, Mazarin se rapproche de ses ennemis d'hier, et particulièrement du coadjuteur Gondi, à qui il va même jusqu'à promettre un chapeau de cardinal. Et pour commencer ce deuxième acte, Mazarin tente une action d'éclat. Il fait arrêter les 3 princes Bourbons, les 3 frères, Condé, Conti et Longueville, et les fait emprisonner. C'est le début d'une grande révolte dans toute la France. Les provinces possédées par ces 3 princes se révoltent et se soulèvent. Face à ce déchaînement populaire, Mazarin, suivi par le roi et la reine qui veulent montrer qu'ils sont derrière leur ministre, va partir hors de Paris pour éteindre les foyers de rébellion. Mais le dénouement de cette deuxième partie va se dérouler dans Paris. Mazarin décide de laisser la ville au coadjuteur et à Gaston d'Orléans. Or, Gaston d'Orléans n'est pas un homme très fidèle. Il commence par faire du zèle auprès du roi, de la reine et du ministre, de vouloir pacifier Paris, mais conseillé par le coadjuteur, il commence à remarquer que dans Paris, la rumeur est plutôt anti-Mazarin que pour Mazarin. Il décide finalement de retourner sa veste. Il va même jusqu'à signer un traité avec les frondeurs et les parlements avec 2 objectifs. Le premier, c'est la libération des 3 princes emprisonnés, et le deuxième, c'est la destitution et le départ de Mazarin. C'est au début du mois de février 1651 que Gaston d'Orléans va se proclamer en faveur de la fronde et que les parlements vont envoyer un ordre de bannissement au ministre. Mazarin n'a d'autre choix que de s'exiler. On peut considérer cet événement comme la fin de la deuxième partie de la fronde. Faisons à nouveau un rapide constat. Mazarin exilé, le roi et la reine sont revenus dans Paris et ils sont prisonniers du palais royal. Les Parisiens, ayant peur qu'ils s'échappent à nouveau et encerclent la ville, les tiennent à vue. Le coadjuteur ira même jusqu'à organiser des visites de Parisiens dans la chambre du roi pour vérifier s'il dort vraiment et s'il n'est pas prêt à quitter la capitale. Le roi d'ailleurs ne l'oubliera pas. On peut aussi constater que les princes sont revenus dans Paris et que c'est eux qui ont pris le pouvoir laissé vacant par le départ du cardinal. Au début de cette troisième partie, on peut considérer que 2 personnages sont devenus les plus importants et s'opposent pour le pouvoir, le prince de Condé et le coadjuteur Gondi. La reine, qui a perdu une grande partie de son pouvoir et de sa popularité, décide de négocier avec l'un d'eux. Elle va choisir le coadjuteur qui va accepter de négocier car il espère toujours avoir son chapeau de cardinal. Et Gondi, qui n'aime pas le prince, va demander à la reine de l'affaiblir. Pour garder la confiance du coadjuteur, Anne d'Autriche va dresser avec la vieille fronde et le parlement un acte d'accusation contre le prince de Condé. Celui-ci comprend ce qu'il se passe et sent qu'il va être évincé du pouvoir. Le jour de la majorité du roi, le 7 septembre 1651, le prince de Condé va fuir Paris. Il va se réfugier en Guyenne, qu'on peut considérer comme notre actuelle Aquitaine, et va lever des troupes contre le roi. Le roi, la reine et toute leur armée vont donc descendre jusqu'à Bordeaux pour attaquer le prince. Et c'est l'armée royale qui va sortir vainqueur de cet affrontement. Condé va se voir totalement affaibli. Avec ses derniers soutiens, il va décider de se retrancher sur Paris. Paris que la reine a de nouveau laissé à Gaston d'Orléans et qui, lui, a décidé de se prononcer en faveur du prince de Condé. Et le dernier événement de cette courte troisième partie, c'est le retour du cardinal Mazarin qui revient auprès de la reine et du roi le 12 décembre 1651. Nous avons donc 2 camps qui se dessinent. Le premier, le camp du roi, avec le cardinal Mazarin, le roi, la reine et leur armée, et de l'autre côté, les princes, avec Condé et ses 2 frères, Gaston d'Orléans et tous leurs cousins de sang royal. Le coadjuteur, lui, va décider de se retrancher dans son archevêché et attendre le bon moment pour refaire surface. Et ce n'est pas une bataille extérieure qui va décider de la fin de la fronde. C'est le climat de terreur que va faire régner le prince de Condé dans Paris. En effet, celui-ci va attaquer tous les partisans du roi qui sont restés dans la capitale, en les faisant assassiner, en brûlant l'hôtel de ville. Les Parisiens qui ne sont pas encore des guerriers vont vouloir négocier. La grande majorité, les notables, vont demander au coadjuteur de négocier avec la cour pour qu'il puisse rentrer dans Paris. Condé, voyant qu'il perd tous ses soutiens, décide de quitter à nouveau Paris et de la laisser aux forces du roi. Le roi rentre triomphant dans Paris le 21 octobre 1652. Voyons enfin les gagnants et les perdants de cette fronde.
Tout d'abord, on va commencer par les perdants car ils sont beaucoup plus nombreux. On peut déjà dire que le plus grand perdant, c'est le prince de Condé, qui ira s'exiler pendant 7 ans, avant de revenir demander pardon au roi, qui va le garder auprès de lui, mais le prince se tiendra tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Les 2 frères du prince ont également vu quelques-uns de leurs biens confisqués, mais comme ils ont aidé à la négociation avec le coadjuteur, ils ont été plus épargnés par le roi. Gaston d'Orléans, l'oncle de Louis XIV, qui a définitivement choisi le mauvais camp à la fin de la bataille, va devoir s'exiler jusqu'à la fin de sa vie au château de Blois. Et enfin, un homme que l'on aurait pu classer dans le camp des gagnants, mais qui finalement est un grand perdant de cette histoire, c'est le coadjuteur. Jean-François-Paul de Gondi va décrocher son chapeau de cardinal et devenir cardinal de Retz. Mais Mazarin, et surtout le roi qui n'a pas oublié que c'est lui qui menait les Parisiens dans sa propre chambre, le font emprisonner. Prison dont il s'évadera, et il ira lui aussi s'exiler à Rome. Mais enfin, terminons par les 2 grands gagnants de cette révolte. C'est bien sûr le roi et son ministre qui rentrent acclamés par la foule, applaudis par les Parisiens qui hurlaient hier à la mort de Mazarin. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de la faire. Et j'aimerais beaucoup parler dans cette chaîne de tout ce qui m'intéresse, alors que ce soit d'histoire, de littérature, ou même de sport, ou de sciences. Et si vous avez des sujets à me conseiller, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je regarderai ça. Je vous remercie et puis à bientôt.